Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire sur ce que vous auriez aimé savoir avant d'être attaqué, ou du moins ce que votre avocat aurait voulu que vous sachiez avant de pouvoir gérer une cyberattaque. Pour discuter du sujet, je vais vous introduire donc à nos deux animateurs, Mathieu ainsi que Imran, qui vont vous parler de ce sujet-là ensemble. À vous, messieurs. Alors, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je crois qu'on va apprendre beaucoup en compagnie d'Imran Ahmad, associé principal, chef canadien, technologie et co-chef canadien, cybersécurité, vie privée, confidentialité des données chez Norton Rose Fulbright. Alors, avant d'avoir une présentation plus importante de la part de son rôle chez Norton, je vais juste vous expliquer un peu le déroulement de la séance. 30 minutes d'entrevue exclusive avec Imran aujourd'hui. On va aller au fond des choses. Et puis, c'est enregistré, donc on va pouvoir rediffuser auprès des participants, ceux qui vont vouloir retourner sur les conseils qui vont être divulgués et promulgués aujourd'hui. Donc, à la fin, période de questions. Alors, conservez vos questions d'une part si vous voulez les poser verbalement. Si vous avez envie de les poser de façon électronique, numérique, vous avez un petit bouton dans Google. Alors, si vous cliquez sur les trois petits boutons, vous allez avoir une option qui s'appelle questions et réponses. Vous pouvez poser des questions là. On a un animateur, Patrick, avec nous, qui va pouvoir nous les transmettre à la fin de la séance. Donc, dans le vif du sujet, je commence avec une mise en introduction, un contexte. Alors, imaginez votre cabinet dentiste, dentaire. Alors, tout fonctionne. Vous êtes une journée normale d'opération. Tout le monde est débordé. Les patients rentrent. Les patients sont dans la salle d'attente. Il y en a qui sont sur les chaises à se faire traiter. Alors, tout roule rondement jusqu'au moment où quelqu'un vient vous voir, vient vous interrompre pendant vos opérations quotidiennes afin de vous mentionner que rien ne va plus. Les ordinateurs à la réception. L'ensemble des ordinateurs ne sont plus accessibles. Vous n'avez plus accès au dossier patient. Et il y a un message qui est apparu sur l'ordinateur qui vous mentionne que les données ont été chiffrées. Question clé qui sort de là tout de suite, c'est comment réagiriez-vous? On est dans une situation où est-ce que la majorité des gens ne sont pas préparés à faire face. Alors, seriez-vous en mesure de prendre les meilleures décisions par la suite? Ou est-ce que l'improvisation qui suivrait introduirait des erreurs importantes qui pourraient me coûter encore plus cher dans la suite des choses? Alors, c'est pour ça que nous sommes avec Imran ce matin, afin de vous partager ces conseils, dans le but de vous préparer à une telle situation avant que ça n'arrive. Parce qu'il y a une chose en cybersécurité qui est commune, c'est que la seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand est-ce qu'un incident va survenir, en espérant que l'incident soit le moins grave possible. Alors, on va bénéficier aujourd'hui de ces années d'expérience à gérer de telles crises, autant dans des PME que dans des plus grandes organisations. Alors, merci Imran de joindre à nous. Et comme première question que j'ai pour toi, c'est justement d'où viens-tu? C'est-à-dire, tu as commencé, je sais, il y a plus de 10 ans à travailler en cybersécurité, ce qui est assez anormal de la part d'un avocat. Alors, je serais intéressé à savoir comment tu es tombé dans la marmite de la cybersécurité. Écoute, Mathieu, d'abord, merci pour l'invitation, puis très content d'être ici avec toi pour ce webinaire. Je raconte un peu mon parcours parce que ça peut informer un peu notre auditoire en même temps de comment je me suis ramassé dans le poste que j'occupe actuellement. Donc, moi, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je pratique en tant qu'avocat, originaire de Montréal. Et j'avais commencé initialement comme un avocat en droit des technologies, donc les contrats technologiques d'une entreprise qui va négocier avec un fournisseur de services. Puis je raconte peut-être l'anecdote qui a tout changé pour moi. Donc, j'étais un jeune avocat à ce moment-là. J'ai un client qui est un client américain qui est en train de prendre de l'expansion au Canada. Ce client-là, pour une raison quelconque, a une instance cybernétique au Canada seulement.
Et étant donné que vraiment les gens qui géraient l'entreprise étaient basés aux États-Unis, où à l'époque, la cybersécurité, c'est quand même un enjeu d'envergure, un peu plus avancé que nous l'étions à l'époque. Ils m'appellent, ils me disent qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les obligations juridiques? Quel est notre exposure juridique en tant qu'au côté litige? Est-ce qu'on est sujet à des recours collectifs? Est-ce qu'il doit y avoir des enquêtes réglementaires? Est-ce qu'on doit rapporter ça à la police? Qu'est-ce qu'on doit faire? Puis immédiatement, on s'est mis autour d'une table avec le client virtuellement à l'époque, moi-même et mes collègues dans différents domaines, puis on essaie d'avoir un plan de match. Et c'est vraiment ça, la cybersécurité, c'est un plan de match avec différents fournisseurs de services, experts. C'est très multidisciplinaire pour trouver la solution, le chemin pour aller de l'avant. Ça s'est très bien déroulé, heureusement pour le client. Et à ce moment-là, moi, je suis allé à mon managing partner à l'époque et j'ai dit, écoute, je pense qu'on devrait avoir une pratique en cybersécurité. Puis là, ça, c'est aux alentours des années 2010 à peu près. Managing partner était d'accord, mais il n'y avait pas vraiment d'appétit parmi les cabinets d'avocats ou même les clients d'engager un avocat pour les aider pour ce type de problème-là. Puis là, tout d'un coup, tu te souviendras peut-être, Mathieu, il y a eu des gros attaques cybernétiques. Tu sais, il y avait Sony, Home Depot, Target à l'époque, qui ont tous été victimes de cyberattaques massives. Il y a des gens seniors dans ces entreprises-là qui ont été renvoyés en raison de leur gestion de l'incident. Et tout d'un coup, la cybersécurité est devenue vraiment un sujet chaud. Ça l'est toujours encore en 2026. Où les gens qui gèrent des entreprises, des entrepreneurs, des PME sont tous très à l'affût de ce risque-là. Donc, c'est vraiment là. Aujourd'hui, en 2026, je suis très content de mener une équipe. C'est la plus grosse équipe en cyber au Canada d'avocats. On a à peu près 24 avocats à travers le pays. Puis on gère au Canada tout seul environ 500 dossiers. Il y en a certains qui sont plus gros que d'autres, mais essentiellement, on a une très bonne visibilité de ce qui se passe au Canada et ailleurs. Alors, 500 dossiers sur une base annuelle, je suis certain que notre auditoire aujourd'hui fait « Wow! Je ne pensais pas qu'il y avait autant de dossiers. » Parce que, bien entendu, ce ne sont pas tous les dossiers qui sont publics. Les gens tendent à garder ça le plus possible confidentiel lorsqu'ils ont un incident de cybersécurité. Mais de plus en plus, on en voit aussi de façon publique. Alors, pour discuter avec les différentes associations dentaires au Canada, c'est également une grande préoccupation dans le secteur dentaire. On a vu plusieurs incidents dans le domaine de la santé de façon large et dans le secteur dentaire dans les 2-3 dernières années. C'est en augmentation. Alors, quel serait, par rapport au scénario d'entrée que j'ai divulgué, là, qui est un incident de type rançongiciel, qui est un chiffrement des données. Alors, de ton côté, dans les 500 types d'incidents que vous voyez, comment est-ce que tu catégoriserais ces incidents-là? Ils sont de quelle nature? C'est une très bonne question. Le type d'incident cybersécurité qu'on rencontre dans nos dossiers, ça peut varier. Hein? Puis ce qui est différent d'autres types de risques auxquels une entreprise peut faire face, c'est que cyber, c'est très dynamique. Donc, une fois qu'on a une méthode pour contrer certaines tactiques de ces cybercriminels, ils s'ajustent. Donc, rançongiciel, oui. Il y a quelques années, tu te souviendras peut-être, Mathieu, une dizaine d'années de ça, c'était vraiment juste le chiffrement. Là, ce qu'on a vu, c'est une évolution parce que les gens avaient des backups qui étaient viables pour des fins de restauration. C'est que ces cybercriminels ont dit, écoute, avant que je vais chiffrer les données, je vais m'assurer de peut-être voler quelques fichiers importants qui appartiennent à la victime. Et même si on a la capacité de retourner puis avoir des backups qui sont viables pour des fins de restauration, les criminels s'attendent à se faire payer une rançon parce que les données, sinon, vont être publiées sur le dark web. Donc, il y a toutes ces tactiques qui changent au fur et à mesure. Donc, nous, ce qu'on voit, il y en a 2 ou 3 qui reviennent tout le temps. Premièrement, l'attaque rançongiciel où il y a chiffrement avec vol de données très commun. Ça arrive très souvent. Puis c'est très opportuniste en passant. Ce qu'on voit, c'est que les criminels vont voir s'il y a certaines vulnérabilités puis ils vont essayer de l'exploiter. La deuxième chose qu'on voit, pas de chiffrement, mais vol de données. Et donc, ils réussissent à rentrer, percer dans le système et sortir des données, mais ils font aucun chiffrement puis ils demandent un paiement pour le retour ou l'effacement de ces données-là. Puis le troisième, qui est le plus commun, c'est les attaques qui sont vraiment des compromissions de boîtes de courriel.
Donc, quand je pense à ma boîte de courriel ou la sienne, j'imagine également, ou ceux de nos auditeurs, ils vont avoir plein d'informations qui leur appartiennent certainement, mais également à autrui. Et peut-être qu'il y a des données sur des patients, des traitements, des choses comme ça qui vont être dans ces courriels-là. Et ce que les criminels vont essayer de faire, c'est d'avoir accès à la boîte de courriel pour des fins principalement de transfert de données, donc des fraudes financières, etc. Mais en raison de l'accès et de notre loi, surtout au Québec avec la loi 25 et ailleurs au Canada sur la protection des données, on aura une obligation potentiellement de notifier des gens puis de rapporter l'incident au régulateur, que ce soit la Commission à l'accès à l'information ou autre. Donc, ce sont les trois principaux qu'on voit. Il y en a d'autres également, mais il y a toujours cet aspect d'évolution de tactique. Donc, il faut toujours rester vraiment à l'affût de ce qui se passe actuellement. Et du côté, justement, donc des techniques, la fraude, est-ce que c'est toujours prédominant dans le marché? Donc, le détournement d'argent par le biais d'une intrusion, que ce soit une intrusion par les boîtes de courriel, finalement? Mm-hmm. Ça varie. Écoute, encore une fois, il y a quelques années, une boîte de courriel avec un mot de passe, un nom d'utilisateur qui était compromis, c'était malheureux. On recommandait d'avoir une authentification supplémentaire, le MFA, le fameux MFA qu'on parle souvent. Puis là, on disait que si vous avez ça, ça va limiter les dégâts. Les criminels ne seront pas capables nécessairement d'accéder à la boîte de courriel. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des techniques qu'ils peuvent utiliser pour éviter d'être pris par ces MFA-là. Donc, ils peuvent quand même compromettre une boîte de courriel qui était autrement protégée par une authentification supplémentaire. Ce qui leur permet, une fois qu'ils sont dans la boîte de courriel, de faire exactement ce que tu décris, des faux financiers. Les montants sont plus élevés. Ce que je remarque, parce qu'ils réussissent vraiment à être très subtils, ils sont dans la boîte de courriel. Nous, on accède normalement comme utilisateur, on ne le voit pas, le criminel, parce qu'ils font. Puis une fois qu'ils réussissent à faire un transfert d'un montant qui peut être relativement modeste, ils réussissent à, par la suite, ils bougent rapidement, de transférer plusieurs fonds. Puis là, honnêtement, c'est très difficile d'aller recouvrir ces fonds-là, surtout s'ils s'en vont dans d'autres juridictions comme Hong Kong ou Singapour ou ailleurs dans le monde. Donc, en résumé, chiffrement des données, perte de données, donc vol de données, tout ça relié avec l'extorsion d'argent. Alors, ça se traduit en argent au bout de la ligne, hein, ça se traduit en perte financière. Ça peut être détournement de fonds. On l'a vu, on a plusieurs exemples dans le secteur dentaire où il y a eu des détournements de remboursement de primes ou de différents enjeux. Alors, ça se traduit également par perte monétaire. Alors, ça peut être très coûteux pour une organisation, pour une PME. C'est souvent même une question de survie. Parce que les PME sont plus exposées que les très grandes entreprises face à telle situation. Ce que tu as mentionné, Imran, aussi, c'est opportunistique. Souvent, on a tendance à dire « Ah, je suis peut-être trop petit pour être impacté par ça. » Donc, mais de ce que tu vois, toi, dans ton expérience, alors c'est un peu comme dans le domaine de la santé, on était juste au mauvais endroit, au mauvais moment. On est exposé, on subit une attaque. C'est bien ça? C'est ça. J'ajouterais, Mathieu, que quand on parle de PME de façon plus générale, puis je montre des cliniques dentaires, par exemple, dans cette catégorie-là également, pour les cybercriminels, c'est un jeu de volume. Donc, si moi, je peux réussir à extorquer 50 000, 100 000 ou de faire des fraudes financiers dans ces montants-là, mais que j'affecte peut-être une centaine d'entreprises, ça s'ajoute et ça s'accumule comme montant qui est quand même très élevé. Donc, personne, malheureusement, est à l'abri de ces attaques-là. C'est pas juste les grandes. En fait, d'ailleurs, je dirais même que les petites entreprises, les cliniques, les PME, etc., sont même plus à risque parce qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes budgets, les mêmes ressources internes qu'une banque, par exemple, ou une compagnie d'énergie, une compagnie aérienne qui ont beaucoup plus de ressources disponibles nécessairement en raison des règlements qui les gouvernent. Donc, ça peut être plus problématique à gérer puis avoir cet équilibre-là d'investissement en sécurité versus le risque qu'ils font face. Donc, on retourne à notre scénario de départ. On est dans une situation catastrophique. On a un incident, on ne s'en attendait pas. Alors, dans ta carrière, tu as vu plein de choses. Tu as vu des bonnes choses, des moins bonnes choses.
Pourrais-tu nous donner quelques exemples de décisions qui ont été prises en n'étant pas bien préparées, mais qui se sont avérées coûteuses de la part d'un directeur général ou d'une direction générale? Oui, c'est une bonne question. Je donnerais l'exemple classique, c'est qu'on a une attaque de chiffrement, par exemple. Le client appelle son fournisseur de services TI. Alors, on dit, écoute, il y a des documents, des systèmes que je ne peux pas accéder, qu'est-ce que je fais? Ce fournisseur de services veut aider le client, donc l'intention est bonne. Il va faire un wipe complet, puis il va retourner au dernier backup qui était disponible. Donc, en principe, on dirait, waouh, c'est bien parce qu'on a réussi à restaurer nos systèmes. Le hic avec ça, c'est qu'il y a deux, trois choses. Premièrement, il y a un risque de réextorsion parce qu'on ne sait pas quelle vulnérabilité a été exploitée nécessairement. Donc, l'attaquant peut réinfiltrer et par la suite causer le même dégât une deuxième fois, ce qui est encore plus problématique à corriger. Deuxièmement, si on ne fait pas une enquête plus forensique, comme on dit, pour être sûr de comment ils sont rentrés, évidemment, le point d'entrée, qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils étaient dans le système, puis essentiellement, est-ce qu'ils ont exfiltré, est-ce qu'ils ont sorti des données du système qui fait de sorte qu'on a des obligations juridiques qui vont être nécessairement enclenchées à ce moment-là. Donc, ça, c'est un exemple classique. Ça arrive très souvent qu'un client va dire, moi, j'ai besoin d'être restauré immédiatement. Le fournisseur dit, oui, absolument, 24 heures, on va être en ligne. Puis là, on se ramasse peut-être 1 ou 2 journées plus tard avec la même type d'attaque qui se perpétue. Et donc, là, les dégâts vont être plus problématiques à avancer et à clarifier. Donc, c'est mettre un petit peu un saran wrap sur une grosse blessure. À ce moment-là, donc, on est toujours dans la même situation. Quelque chose nous arrive. Qui est-ce que je devrais appeler en premier? La police? Écoute, non. Oui, non, ça dépend de la situation. Mais peut-être que je m'avance un peu trop. Le premier conseil que je donne à un client, la meilleure chose qu'ils peuvent se faire pour avoir un bon résultat à la fin de la journée, malgré les circonstances d'une attaque cybernétique, c'est de savoir comment se préparer en amont de l'incident. Donc, est-ce qu'ils ont, par exemple, identifié un fournisseur de services? Est-ce qu'ils comprennent pourquoi un avocat serait nécessaire pour le rôle de breach coach, qui est un terme de l'art utilisé dans le domaine? Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il mange, et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un avocat? Quelles sont les firmes qui peuvent les aider, non seulement au niveau des forensiques, mais également négociations potentielles avec le cybercriminel? Est-ce que c'est permis, légal, illégal de faire un paiement de rançon? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une firme de communication sur stand-by qui va nous assister avec tout ce qui est communication à l'interne et à l'externe? Mais également, puis je ne suis pas un courtier d'assurance, je recommande souvent à nos clients, par souci de transfert de risque, de considérer d'avoir une police d'assurance cyber. Les polices d'assurance cyber sont très utiles. Encore une fois, je ne suis pas en train de dire que vous devez l'avoir, mais c'est hautement encouragé parce que ça normalement couvre 4 catégories de risques ou de coûts. Premièrement, tous ces coûts directs, donc l'avocat, la firme forensique, le négociateur, etc., services de surveillance de crédit comme Equifax, TransUnion. Tout ça, c'est couvert dans la première catégorie. Deuxième catégorie, c'est le paiement de rançon, tout ce qui est paiement d'extorsion. Ça, c'est normalement couvert également. Troisièmement, si votre incident affecte d'autres personnes ou entités. Donc, par exemple, vous êtes connecté dans un système parce que vous partagez un système TI avec d'autres cliniques ou avec d'autres individus ou entreprises. Puis eux, ils ont été infectés en raison de votre incident. Ça leur permet d'avoir une certaine couverture pour dédommager ces gens-là ou en tout cas se défendre dans ces situations-là. Et dernièrement, la quatrième catégorie serait ce qu'on appelle continuation des affaires. Donc, si ça fait 1 journée, 2 journées, même 1 semaine, vous ne pouvez pas travailler parce que la clinique est complètement fermée, les systèmes sont inaccessibles, il y a des coûts que vous pouvez récupérer pour ces jours ou ces heures de travail perdues. Donc, ça, c'est les 4 couvertures et ça peut vraiment aider. Donc, moi, j'encourage les gens d'avoir un appel ou une conversation avec leur courtier d'assurance pour voir, est-ce que ça vaut la peine? Deuxièmement, quelle serait la limite appropriée? Parce que c'est très coûteux de gérer ce type d'incident-là. Donc, préparation, ça c'est de 1, assurance, les fournisseurs de services, puis vraiment l'essentiel, c'est d'avoir un plan de match. Je dis ça très, très souvent à nos clients.
vous serez jugé par comment vous réagissez à l'instant, pas par le fait que vous avez eu un incident. Puis j'inviterais même aux auditeurs de peut-être aller en ligne sur Google, dans la section nouvelles, taper cyberattaque ou cyberincident ou rançongiciel. Il y en a des centaines qui sont rapportés à chaque mois à travers le monde. Et dans ces circonstances-là, pas tout le monde est sujet aux litiges ou à des recours collectifs ou à des enquêtes. C'est vraiment ceux qui gèrent mal l'incident. Donc, avoir un plan de match qui est méthodique sur comment on va gérer tout ça avec un plan de match qui a de l'allure, c'est ce qu'on recommande à nos clients, en amont. Alors, plein de choses intéressantes mentionnées dans ce court passage par toi, Imran. Déjà, lorsque tu en parles, c'est frappant de voir le nombre de métiers différents qui sont appelés à intervenir en cas d'incident. Encore là, je crois que c'est une chose qui était insoupçonnée de la part de notre auditoire, de voir qu'il y a autant de spécialités qui sont amenées à intervenir. On a parlé de la cyberassurance, on a parlé des avocats, on a parlé des gens que tu as appelés forensiques, qui sont des enquêteurs spécialisés en cybersécurité, qui vont être capables de remonter à l'origine de l'incident, au groupe derrière les incidents, etc. On a parlé des firmes spécialisées en paiement de rançon, si tout jamais il faut se rendre là. Alors, c'est un métier aujourd'hui, probablement que les gens n'ont jamais entendu parler de ça, mais il y a des gens qui sont spécialisés, qui ne font que ça, verser des rançons à des criminels. Malheureusement, c'est là qu'on est rendu. Alors, plein de choses intéressantes qui font peur en même temps, mais leçon que je retiens très claire, la préparation fait la différence. Parce que, comme tu dis, les gens sont jugés sur comment ils réagissent et non pas sur le fait d'avoir un incident ou non. C'est rendu commun d'avoir un incident de cybersécurité. Exact. Donc, du côté volet légal d'un dossier comme ça, quels sont les risques auxquels on est exposé? Je vais répondre à la question d'un point de vue de clinique dentaire en particulier, parce que c'est vraiment l'auditoire qu'on a devant nous, puis c'est très, très particulier. Donc, on parle d'un individu, puis des données personnelles qui sont les plus sensibles. Il y en a deux catégories principalement. Donc, des données financières, pensez à votre numéro d'assurance sociale, carte de crédit, compte bancaire, parce que c'est très personnel, mais également des données de santé. Donc, tout ce qui peut impacter la santé d'un individu, qui représente le fait que l'individu d'aller voir un médecin, un dentiste, ou que ce soit un fournisseur de services dans le domaine de la santé. Ce qui arrive en vertu de la loi 25 en particulier, mais c'est le même principe à travers le Canada, dans les autres provinces, que ce soit en Ontario ou ailleurs, et je dirais même aux États-Unis puis dans le monde. C'est que si les données personnelles sont compromises, donc s'il y a un accès non autorisé, ou bien qu'il y a un vol de données, donc exfiltration, on a perdu le contrôle de ces données-là. Il y a une copie qui a été créée ailleurs qu'on ne peut pas contrôler, nous, comme celui qui avait reçu ces données dans les premières instances. À ce moment-là, il y a un test qu'on doit faire, un test de préjudice grave. Donc, est-ce que les informations font référence à un individu, donc une personne humaine, pas une personne morale, mais une personne humaine? Deuxièmement, est-ce que les informations sont sensibles? Les données santé sont essentiellement toujours sensibles de façon générale. Et troisièmement, est-ce qu'il y a un risque de préjudice grave à l'individu? Est-ce qu'on peut utiliser ces informations pour causer un tort? Les informations financières, c'est évident. Tu sais, le numéro d'assurance sociale, on peut avoir la fraude identitaire. Mais en santé, notre loi, que ce soit au Québec ou ailleurs, est beaucoup plus particulière. Ça peut être un préjudice réputationnel. Donc, imaginez quelqu'un qui vient pour un traitement quelconque, qui ne voulait pas que sa famille soit au courant de ça, pour une raison qui leur appartienne, et que ça devienne public. Ça peut causer un problème. Imaginez une personne avec un profil beaucoup plus connu, un député ou une célébrité quelconque, qui s'en va voir un médecin ou un dentiste ou quelqu'un d'autre. Le simple fait que quelqu'un peut accéder à ces données-là de leurs conditions médicales, ça peut être problématique.
Donc, dans ces cas-là, ce qui arrive, c'est qu'on doit notifier les gens par écrit. On peut le faire verbalement, c'est pas recommandé, mais on le fait souvent par écrit. Il faut également rapporter l'incident au régulateur. Ça, c'est les régulateurs en vie privée, la CAI, comme on dit au Québec, ou ailleurs. Et dépendant du nombre d'individus qui ont été impactés, il y a toujours ce risque de litige qui peut apparaître dans les circonstances. Donc, le risque est élevé. J'ajouterais, et c'est pas pour faire peur à nos écouteurs, mais évidemment, la loi 25, il y a des pénalités financières significatives. On parle de millions de dollars dans certains cas, ou un pourcentage de revenus de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. C'est un risque réel et avec des pénalités réelles potentiellement. Alors, on n'est pas sorti du bois. Si on se rend là, alors on espérait que nos auditeurs n'aient pas à subir de tels incidents. En terminant, avant de se rendre à la période de questions, quelles seraient tes 3 ou 4, 5 principales recommandations en sortant de ce visionnement? Je veux faire quelque chose dans ma clinique. J'ai compris qu'il y avait des risques importants. Qu'est-ce que, selon toi, les gens pourraient mettre en œuvre dans leur clinique rapidement, avec, bien entendu, des coûts assez bien contrôlés? On ne veut pas partir à dépenser des centaines de milliers de dollars pour rien, mais qui aurait un impact réel sur ce risque de cyber. Je vais peut-être reprendre quelques éléments, mais il y en a 3 sur lesquels j'insisterai. Premièrement, parlez à votre courtier d'assurance pour avoir une police de cyber. La raison étant, les coûts sont significatifs et des fois, ça peut affecter comment on veut gérer si on ne l'a pas nécessairement en place déjà, la police d'assurance. Donc, c'est relativement modeste comme coût, mais ça vaut la peine d'avoir une police d'assurance en cyber. Deuxièmement, identifier, comme tu l'as mentionné correctement, vos fournisseurs de services, l'équipe de réponse, qui sera votre avocat, qui va être votre firme d'enquête forensique, qui sera votre négociateur de rançon s'il y a lieu. Est-ce qu'on a besoin d'une firme, par exemple, de communication dépendant, etc., etc. Donc, avoir cette relation préétablie ou en tout cas, au moins avoir identifié les différents fournisseurs de services que vous auriez besoin dans un cas d'un incident majeur. Puis troisièmement, c'est avoir un plan. Donc, la méthodologie est importante. Ce n'est pas juste une question de bouger rapidement, c'est de bouger avec une intention qui est très clairement définie et qui a été bien pensée en amont de l'incident. Donc, quand je disais, on va être jugé sur comment on réagit, pas sur le fait qu'on a eu un incident, hyper important. Même l'exemple qu'on discutait tout à l'heure de vie privée, donc les données personnelles qui ont été compromises. Bon, envoyer une notice, c'est assez clair, mais si on l'envoie 2 mois, 3 mois, 4 mois après l'incident, comme on aurait pu le faire après la première semaine, il y aura des questionnements sur pourquoi vous avez pris autant de temps. Puis là, vous pouvez avoir un certain risque d'exposure juridique, comme on dit. Fait que planifier ça et mettre ça sur papier dans un plan, pas besoin que ce soit une dissertation non plus. Ça peut être un document d'1 page, 2 pages, 3 pages, qui avec un flowchart qui est très clair, qu'on peut actionner assez rapidement. Donc, merci beaucoup, Imran, de ton précieux temps, de tes précieux conseils. On n'a fait que la surface. On pourrait en parler encore pendant plusieurs heures avec autant de plaisir. Moi, ce que je retiens, c'est que la cybersécurité, c'est un peu comme un incendie. Il faut le prévoir, même si ça ne nous arrive pas si souvent que ça. C'est possible. Puis la journée que ça nous arrive, c'est tellement dommageable que si on ne s'est pas pratiqué, si on n'a pas fait un plan d'évacuation, si on n'a pas fait des exercices d'évacuation avant un feu, on risque d'être dans le pétrin sur plusieurs sphères. Donc, autant la continuité des affaires que des risques de poursuite ou des dommages importants à notre entreprise, notre clinique. Donc, c'est peut-être un parallèle à retenir. Risque d'incendie, on se prépare, on a des plans, on est drillé, on a fait des exercices. C'est un peu la même chose en cyber, mais avec un autre paire d'équipes. Alors, ça fait un plaisir de partager tout ça avec toi. On va sauter aux questions. Je ne sais pas s'il y a des gens qui auraient des questions. Il y a une question dans le chat qui est: avez-vous vu des attaques sur des cliniques dentaires au cours des dernières années?
Pour moi, oui. Malheureusement, on l'a vu assez régulièrement. Même chose qu'on discutait, c'était vraiment des attaques de chiffrement dans ton scénario de début, très, très souvent. Ce qui va arriver, c'est que peut-être, je ne sais pas dans tous les cas, peut-être qu'un fournisseur de services qui gère l'environnement TI pour la clinique dentaire n'a pas mis un patch qui était important à temps et une vulnérabilité qui a été exploitée rapidement par le cyberpirate, puis là, tout d'un coup, tout est chiffré. Ça, on le voit assez régulièrement, malheureusement. Il y a encore là une leçon que je retiens aujourd'hui, Imran, c'est que ça change. C'est un contexte en cyber qui change tellement rapidement. C'est un peu, encore là, je vais faire le parallèle avec la santé, là, donc c'est comme si les virus, c'est le cas en santé, se renouvellent, se régénèrent, se mutent. C'est un peu comme ça qu'il faut penser en cyber, c'est que ce ne sont pas des attaques qui sont nécessairement connues depuis longtemps. Les criminels s'adaptent très rapidement aux environnements, aux changements qui sont faits dans nos systèmes, qui sont faits dans nos approches. Exact. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y en a pas d'autres présentement. Merci de votre temps, messieurs. Très apprécié. Alors, merci à tout le monde. Merci encore, Imran. Un grand plaisir de te revoir. Bonne journée tout le monde. Bonne journée.